C'est le jeu d'Antoine, c'est le jeu d'Antoine. C'est rigolo. Bonjour et bienvenue dans ce jeu d'Antoine. Ce jeu d'Antoine qui a pour principe, un principe que tu as inventé tout à l'heure Alex, parce qu'en fait c'est les jeux d'Antoine mais Antoine ne fait que l'animation désormais. C'est un jeu dans lequel je vais devoir vous faire deviner des noms de jeux, de sociétés qu'on a là en boutique. À part que je les ai écrits à l'envers. Je vais les lire tels quels et il faut trouver de quel jeu il s'agit. Très bien. Voilà, donc pour vous ça va être un supplice, mais pour moi ça va être encore pire parce qu'il va falloir que je prononce tout ça. Vous êtes prêts? Oui. Très bien. Le premier jeu c'est NetPot. En deux mots, NetPot. NetPot. Bah top 10. C'est top 10 monsieur, hop là, un petit jeu pour vous. Saurez-vous trouver de quel jeu il s'agit lorsque je vous dis Kinatob? Kinatob. Kinatob. Botanique. C'est botanique, oui. Ah là là, mon cerveau il est pas à l'envers. Hein. Théa. Faut respecter l'intonation, c'est pour ça. C'est quoi? Théa. 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 Alors, bon, on peut le voir par ici, dans cette zone. Il est dans les jeux de stratégie. La bête. Non. Bah non. Attends. Refais-le là pour moi. Théa. Théa. Et. Je suis Pas facile. désolé, je ne l'ai pas du tout. En 4 lettres. T-E-A-H. Hat. Oui. Hit. Hit. Le jeu de voiture, enfin. Aïe 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 aïe. Ah oui, d'accord. Ok. Waouh, je voyais pas du tout. Ok, celui-là, alors celui-là, il est il est composé, celui-ci. C'est Sesubat Al. On dirait du Goa'uld, un peu. Oui. C'est sous. Sesubat Al. Putain, c'est dur. Pour moi c'est la bataille de je sais pas quoi. Alors Sesubat Al, c'est un petit jeu d'ambiance qui est sorti là, cette année. C'est un petit format, Sesubat Al. À un moment, un autre dans le jeu, on peut s'exclamer Sesubat Al. Là t'abuses. Oui, Punaise, c'est là t'abuses. J'étais en mode la tabasse, mais personne ne dit la tabasse. Enfin. Alors là, on arrive dans les techniques, hein, il y en a 3. On passe à un niveau supérieur. Oh mon dieu, on n'était pas prêts. Onimognig. Onimognig. Facile. Onimognig. Nig. Dgnig. Dgnig. Onimog. Dgnig. Mais en un seul mot. Onimog. Dgnig. Dingo disque. Non. Onim. Onimog. Onim. C'est un jeu de pose de tuiles. What? Ouais, il nous a bien eu là. Onimod. Dans lequel il faut poser des Onimod. Et du coup, Onimod. Gnig. Facile. Quoi? Waouh. Un jeu de Bruno Catala. Même comme ça. Ah oui, il faut poser des. Kingdom. Mais c'est King Domino. Origine. C'est King Domino tout court, hein. Onimod. Gnig. Ah, mais Onimino. On va dire que c'est le point pour Alice. Oui, tu oui, l'avais. merci. King Domino. Toi, putain, même pas. Non, il me parlait à l'envers. Du coup, j'arrive même plus à le prononcer. Celui-là est plus tranquille, c'est Colnu. Mais j'ai tellement pas le cerveau pour ça. Col nu. Unlock. Ah, c'est Unlock, monsieur, tout à fait. Connu. Et on termine avec le dernier, qui est en 2 mots, c'est Sram Gnimnorfaret. Sram Gnimrofaret. Sram Gnimrofaret. Terraforming Mars. C'est Terraforming Mars, monsieur, oui. Et c'est un jeton pour vous. Et à de suite dans la vidéo. Coucou YouTube. La sortie de Derrière le comptoir est très risquée. J'ai failli m'éclater la tête là-dessus. Mais j'ai réussi. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi qui, il n'y a pas grand chose dedans. Du coup, on a fait un plan fixe. Voilà.
on va quand même faire une petite surprise pour cette petite vidéo, c'est qu'on va vous présenter en avant-première Spring Festival, future sortie de chez Toumanta, un jeune studio d'édition qui sera distribué par Néoludis. Voilà, c'est en fin de vidéo. Voilà, maintenant il est bien rangé. Sinon, bah petit rappel, c'est toujours les soldes. Voilà, on va bientôt commencer à monter les petites démarques. Voilà, ça va être sympa. N'hésitez pas à venir, il y a vraiment des petites pépites et des grosses aussi, il y a des grosses pépites. Ok, c'est bon, maintenant on est bon, on va passer aux nouveautés. Le premier, c'est Plan Séquence, le nouveau microgame de chez Matago. Il y a très peu de verts chez les microgames qui sont les coopératifs. Il y a Agropolis, Megalopolis, Smitten et lui. De mémoire, je crois qu'il y a que ça. Donc voilà, plan séquence, solo ou à deux, à partir de 8 ans et pour 20 minutes de partie. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez monter un film ensemble, ou tout seul, hein. Et pour ça, eh bien, ça va se faire en 3 actes et il faut réussir chaque acte. Si vous manquez sur un des actes, eh ben, vous avez perdu, vous reprenez au début. Sachant que chaque acte va être de plus en plus long, donc de plus en plus difficile. Il va falloir poser des cartes de scènes qui sont numérotées, donc ça va de 1 à je crois 16. Et en fait vous allez en avoir en main distribuées au hasard. Première manche, on va en avoir sorti 6 du paquet de cartes, on ne sait pas lesquelles, qui vont juste représenter les actes qu'on va devoir poser. Donc voilà, premier acte, on va devoir poser 6 scènes. Et à votre tour, vous êtes obligé de poser une carte sur un des emplacements sans communiquer à l'autre. Voilà, c'est un jeu de communication limitée, vous pouvez ni faire de signes, ni cligner des yeux, et encore moins parler ou montrer vos cartes, et vous devez jouer une de vos cartes en essayant de le placer de manière croissante, un peu à la The Mind au final. Vous savez pas trop ce qu'a l'autre. Donc si vous avez que des valeurs médianes, genre 5, 6, 7, vous êtes un peu dans le caca, mais bon. Heureusement, quand vous jouez, il y a des cartes qui ont des effets. Donc il y en a des effets où il y a marqué « quand jouer ». Voilà, c'est assez clair. Quand jouer, votre partenaire peut déplacer cette carte sur un emplacement libre adjacent sur sa gauche ou sa droite. Donc vous l'avez placé, votre 7 qui est pas ouf parce qu'il est médian, et l'autre voit que il est pas ouf parce que lui il aurait pu mettre son 6 ici, donc il a le droit de la déplacer justement. Ok, donc ça c'est cool. Vous avez aussi des effets qui sont tout le temps. C'est genre, si cette carte est dans votre main, vous pouvez la révéler à votre partenaire. C'est assez exceptionnel ce genre d'effet, mais il existe. Il y en a une, c'est tant que cette carte est dans le film, ignorez tous les effets quand jouez. Ça peut être très nul ou très bien, voilà. Et vous avez ces petits machins là qui sont au découpage, au montage en gros, qui vont s'activer une fois qu'on aura posé toutes les cartes. Donc ici les 6 cartes, et c'est un peu des effets qui peuvent vous faire tricher de finalement enlever la carte à côté je sais pas, vous aviez un 6, un 5 et un 8, bon du coup niveau croissant c'est un petit peu nul, mais heureusement vous aviez des cartes qui s'activaient au montage qui permet de faire sauter tout ça. Voilà, ça c'est le premier acte. Ensuite au deuxième acte, toutes les cartes qui auront été utilisées, elles virent, donc du coup vous les recroiserez pas dans votre partie, et on en distribue des nouvelles et il y aura de nouveaux emplacements, donc comme je vous ai dit, l'acte deviendra de plus en plus long à former. Sachant que vous avez aussi, j'ai oublié de dire, 2 cartes scène coupée en fin de partie, c'est des jokers en fait, qui peuvent, même après la phase de montage, cette phase là, si vous avez toujours pas réussi, vous avez ces jokers là pour vous aider. Évidemment, si vous voulez pimper un peu le jeu, le rendre plus difficile ou pas, vous jouez avec pas les 2 mais une, ou carrément avec 0. Voilà. Voilà, c'était plan séquence. Next. Hop là. Ah, c'est spécial, vous vous dites, jeu des cartes, c'est une librairie. Non, et en plus c'est même pas du jeu de rôle, vous voyez, là vraiment on triche. On est un peu sur les plates-bandes des librairies, mais on a eu le droit. Bombix, qui a ce jeu, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Abyss, non, peut-être pas, si c'est un grand classique quand même, ça commence à être à peser dans le game. Et bien Abyss maintenant est adapté en roman. Alors adapté c'est peut-être pas le meilleur mot, c'est juste qu'il y a un roman qui a été écrit dans l'univers de Abyss qui a toujours beaucoup interpellé parce qu'il donnait très envie, l'univers d'Abyss, de ce truc de politicien dans les abysses de l'océan. Monsieur Fabien Clavel a écrit un livre qui du coup prend place dans cet univers. Donc ça s'appelle Abyss, le trône vide. Je vous lis juste le résumé. Là où la lumière ne pénètre jamais, vit une faune mystérieuse et composite.
Dirigée par un roi aussi juste que respecté, cette société des profondeurs à la hiérarchie complexe coule des jours paisibles. Mais un incident bouscule le fragile équilibre et certains manœuvrent déjà entre chambre des sénateurs et champ de Sargasses pour atteindre le pouvoir. Alors que le spectre de la famine guette, des seigneurs de tous horizons et de toutes conditions émergent. Zé la libératrice, Moire la dresseuse, Saline la maraîchère, Strom l'apprenti, Nourin l'armateur arriveront-ils à naviguer parmi les arcanes du pouvoir et à tirer leur épingle du jeu? J'ai commencé à le lire et c'est super bien écrit. Il faut juste se dire qu'à la fin il y a un lexique, un glossaire, et il est très utile parce que les termes utilisés sont très originaux. Il y en a même qui sont vraiment très précis niveau vocabulaire maritime. Je connais pas tout, alors une caudale, je sais ce que c'est, mais il y avait d'autres termes, j'étais genre, qu'est-ce que c'est? Heureusement, c'est écrit au fond, et en plus, l'univers est très riche, donc il y a même le temps, quand on dit, oui, il s'est écoulé 1 minute, là, ça va être, il s'est écoulé un flux, des choses comme ça. Donc vraiment, l'univers est très, très profond et approfondi, et c'est ce qui fait que c'est très, très bien. Mais voilà, faut pas avoir honte d'utiliser le glossaire, parce qu'il y a même des langues créées. Donc genre les langues lumière, odeur, clac-clac des sons, voilà, c'est vraiment très riche. C'est du coup la petite surprise de Bombix qui a réussi à le faire distribuer en boutique de jeux et non pas que en librairie. Donc voilà, vous pouvez le trouver à côté de Abyss dans les rayons ou dans la section JDR qui est la section la plus proche de ce qu'on a de librairie. Voilà, Alex. Oui, c'est ni plus ni moins que Love Letter qui rencontre la team des Exploding Kittens. C'est vraiment, il n'y a rien. Vas-y, fais un zoom. Je vous montre parce que. En plus, c'est marqué dessus, il a marqué vraiment le petit rond ici, le petit macaron de Love Letter qu'on retrouve, si ce n'est que les illustrations sont mieux, peut-être pas, mais sont en tout cas dans le délire d'un Exploding Kittens. Mais comme dans Love Letter, vous aurez une carte au début de la partie qui vous donne les faces cachées, vous en piochez une au début de votre tour. Vous l'utilisez comme pouvoir ou vous l'échangez avec la carte que vous aviez. Donc voilà, après les pouvoirs sont plus ou moins les mêmes, on peut se protéger des attaques, on peut révéler des identités adverses. Le but étant d'être toujours le dernier en jeu. Enfin voilà, on garde la mécanique de Love Letter, mais on y met une couche d'Exploding Kitten par-dessus. C'est tout. Ok, nickel. Antoine, cours, vole, on t'atteint. J'arrive, je cours, je vole, je nage. Hop, petit micro. Il est là. Bonjour, bonjour. Il est là. Ça, moi, j'ai acheté. J'ai acheté tout de suite, je suis très très chaud. Pourquoi? Parce que j'aime bien qu'on me raconte des histoires, mais j'aime bien raconter des histoires aussi. Hop, Jean-Michel Transition. D'ailleurs, merci Yann de nous l'avoir envoyé en avant-première. Complètement, c'est vraiment très très cool. On a du jeu de rôle cette semaine, les Fondations de l'Imaginaire qui nous proposent Berlin la Mortelle, un jeu de rôle de Jérôme Miosso, et Lignée Royale de Gavin Johnston. Ça fait partie de cette petite gamme de jeux qui sont essentiellement des jeux de rôle solo, pas que, il y a aussi du jeu de rôle à deux. En tout cas, ça va en général aller explorer des formats qui sont pas les plus communs. Cette gamme, elle a aussi pour spécificité que c'est du papier recyclé, c'est imprimé en France, et donc c'est probablement un jeu de rôle qui, lorsque vous le mettez dans votre bibliothèque, a fait moins de 1000 km, ce qui est pas mal en soi dans le monde d'aujourd'hui. C'est des formats courts, comme vous voyez, il y a peu de pages, il n'y a pas des heures de lecture, par contre il y a vraiment un générateur d'histoire dans chacun de ces livres qui va vous proposer d'écrire des heures et des heures d'histoire pour vous. C'est vraiment ça l'idée en fait, vous allez écrire votre journal de bord, votre journal intime, vous pouvez l'écrire sur un ordinateur, sur du papier, vous pouvez même faire de l'enregistrement audio pour faire des podcasts, que sais-je. C'est la porte ouverte à la créativité, et donc à chaque fois avec un système de règles et un univers différent. Donc dans Berlin la Mortelle, vous allez jouer un espion ou une espionne. À Berlin, lors du Berlin des deux blocs, et vous allez choisir pour quelle agence vous allez travailler, officiellement, officieusement. Vous allez donc vous lancer dans des missions de plus en plus difficiles, et bien sûr vous allez de plus en plus vous impliquer dans ces missions. Il y a un moment où vous allez vous faire griller, forcément, et ce sera peut-être la fin de votre personnage, et vous allez écrire un nouveau personnage, et écrire un nouveau journal de bord. Moi je pense que c'est le prochain que je vais attaquer. À la base je voulais faire Lignée Royale pour chez moi à la maison, et en fait en lisant celui-ci, ça m'a vraiment convaincu. Je pense que Lignée Royale, je vais quand même le tenter à un moment ou à un autre. Ici dans Lignée Royale, tout est dans le titre finalement, là aussi. Vous allez jouer une historienne ou un historien. Quel est le nom exact? C'est ça, historien officiel de la famille royale. Et vous allez créer une sorte d'arbre généalogique. Hop, on peut le retrouver à la fin. Il est là. Hop, nous avons ici les racines, et donc vous allez faire construire votre arbre branche par branche, puisque votre famille va traverser les âges.
Vous allez donc faire vous allez faire un focus sur un personnage, hein, un monarque, une reine, un roi, et sa descendance. Ça va être utile parce que pas de descendance, ça veut dire que par un moyen ou par un autre, à un moment, cette lignée va s'arrêter. Et bien sûr, on va accompagner la vie des royaumes qu'ils font vivre, leur apogée, leur âge d'or et bien sûr leur chute. Tout un programme, franchement, je trouve que cette gamme est vraiment top. On est sur des petits prix, on est vraiment sur des bouquins qui ne vont pas prendre la poussière chez vous a priori, puisque vous allez pouvoir les prendre en main très, très facilement. Si vous achetez un bouquin, vous rentrez chez vous le soir, vous pouvez commencer déjà à gratter des pages et des pages d'histoire. On a également cette semaine dans du pas jeu de rôle, Slay the Spire, le jeu de plateau. C'est Matago qui nous le propose en VF. Slay the Spire, à la base, c'est un jeu vidéo qui m'a volé des nuits, beaucoup de nuits, vraiment des heures de vie. C'est vraiment très addictif. Là, c'est ni plus ni moins que le portage du jeu en soi. Si vous connaissez Slay the Spire, le jeu vidéo, vous connaissez Slay the Spire, le jeu de plateau, si ce n'est que les cartes, puisque c'est un jeu de deck building, vous les aurez en main, en vrai de vrai. Je récapitule quand même de quoi il s'agit pour les gens qui ne connaissent pas. Vous allez choisir un personnage parmi 4. Ici, on peut jouer en solo, on peut même jouer jusqu'à 4. Moi, je vous le recommande pour jouer en solo ou à 2, ça peut être cool, à 3, 4 joueurs. Pourquoi pas, mais il faut 4 joueurs motivés et surtout du temps devant vous. On a notre personnage, on va aller dans une tour, on va aller gravir 3 étages, à chaque fin d'étage un boss, et si vous battez le 3e boss, qui va franchement pas être facile, vous avez gagné. Le truc c'est que la plupart du temps, vous allez perdre, vous allez vraiment vous faire massacrer par le jeu, et le jeu est un roguelike, ça signifie que lorsque vous perdez, vous allez, selon votre progression, selon ce que vous avez fait, débloquer du contenu. Il y a donc du contenu débloquable ici, dans la boîte, et vous allez pouvoir avoir accès à de nouvelles cartes, à de nouvelles combos, etc., etc. Et ce pour chaque personnage. Voilà donc Slay the Spire, le jeu de plateau. Que nous reste-t-il? Tenez, monsieur. Ah bah oui. Magic, Assassin's Creed. Nous avons un deck de démarrage. Alors il est assez cool. Pourquoi? Parce que on a, comme toujours dans les decks de démarrage de Magic, 2 decks, ils sont bicolores, et ici on a du rouge-blanc, ce qui est somme toute assez classique, mais on a du noir-bleu, ce qu'on voit assez rarement dans les decks de démarrage, parce que c'est des couleurs un peu techniques, et du coup j'en suis curieux. Hop, je ne rentrerai pas dans les détails de Assassin's Creed, je ne connais pas du tout l'univers. On a des boosters collector et on a des boosters classiques, les boosters infinis en l'occurrence, puisque ça fait partie de cette gamme Magic, univers infini. On va aller explorer des licences en fait, tout simplement. Alice, tu me pointes des choses. Ton oui. chouchou. Vas-y, viens. On a également en jeu de cartes à jouer, à collectionner, la dernière édition de One Piece. 500 ans dans le futur, je la tente pas en anglais. Je n'essaye pas d'en vous en parler parce que je ne l'ai pas ouverte. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dépensé un peu trop d'argent là-dedans, tout simplement. Jeu de cartes à jouer, à collectionner, qui a réussi à trouver son public, ce qui n'était pas évident vu que le jeu n'existe pas en VF, donc c'est pas de la VO, mais c'est de l'anglais, puisque la VO est japonaise. On n'en a pas des quantités infinies, je vous cache pas. Ce qui est trop cool, c'est que cette nouvelle édition, elle suit l'arc qui est en cours, qui est un des derniers arcs de One Piece, l'arc de Egghead, un arc un petit peu science-fiction. Alice me fait comme ça veut dire qu'on est donc à la fin de la vidéo, et on vous emmène tout de suite dans le focus sur Spring Festival. Hello, bonjour, Salut. Bienvenue dans ce focus sur Spring Festival, un jeu de Romaric Gallonnier, Alexandre Aguilar, illustré par Apolline Etienne et Loïc Vaillarello à la mise en page, graphisme je suppose. Oui. C'est un jeu de tout Manta, c'est pour 2 à 4 personnes, à partir de 8 ans, pour des parties de plus ou moins 20 minutes. Ce rebord de boîte m'a parfaitement aidé pour toutes ces informations. C'est un jeu qui sort dans 2 semaines, au moment où la vidéo sort, donc le 19 juillet 2024, donc très très prochainement. C'est un jeu de poste de tuiles avec des objectifs à réaliser. On peut se dire c'est somme toute assez classique, et non, parce qu'il y a quand même des petits twists, des petites choses intéressantes, d'où le focus sur ce jeu. Ici, nous avons fait une mise en place pour 3 personnes. On a donc les cartes de départ joueurs 1, 2 et 3. Nous avons des objectifs sur lesquels on va revenir. Ici, le plateau sur lequel on va récupérer les tuiles, des petits points de victoire et puis des nouveaux objectifs. Bien sûr. Il y a des petites choses cachées derrière le petit paravent là, on va revenir dessus un petit peu plus tard parce qu'il y a une sorte de mode avancé pour le jeu. Comment est-ce qu'on y joue? En début de partie, on va recevoir 2 cartes d'objectifs de couleurs à réaliser. Donc la thématique, ce sont des feux d'artifice. Il faudra donc placer vos feux d'artifice selon le motif indiqué
en prenant en compte les couleurs, mais également de cartes de motifs à réaliser, tout simplement. Donc là, on va regarder si dans vos feux d'artifice, il y a 1, 2 ou 3 explosions sur la tuile, sur les tuiles. Le but du jeu étant donc de réaliser des objectifs pour faire des points. C'est des objectifs dynamiques. On réalise, pim, on met de côté, ça fait des points. On va tiquer dessus en fin de partie. On en repie un chien, etc. Tout simplement. Quand on va connecter des cartes, parfois, il va y avoir des petits symboles d'étincelles qui vont se compléter l'un l'autre. Et ça nous permettra de récupérer des points. Bien sûr. Et également, en fin de partie, selon si on arrive à faire un joli bouquet final, on pourra gagner des points supplémentaires. Voilà en gros l'idée. Comment fonctionne un tour? Eh bien, nous avons un ou une joueur actif, hop là, qui a ce petit jeton. Cette personne va pouvoir choisir de faire tourner le plateau comme ceci, donc on va toujours mettre en face de chaque personne l'un des tas, donc ce sont des tas de 12 tuiles, on va jouer 12 tours et ensuite ce sera terminé. Par exemple, on va faire ça, c'est très simple, ces personnes-là sont obligées de prendre ceci. Bien sûr. Moi, joueur actif, j'ai décidé de prendre ceci, donc je me sers et je contrains les autres joueurs, et puis on va toujours défausser la petite tuile du dessus. Je vais faire un zoom sur Ça marche. sur la partie Parce du que c'est joueur. très important ce qui va se passer à ce moment-là. Hop. Ma tuile, je peux la placer où je veux, attenante à une autre tuile. On voit que ici, il y a une petite demi-étincelle. C'est les fameuses étincelles dont on parlait juste avant. Par exemple, si on arrive hop là à faire ceci, tout de suite je vais récupérer un petit jeton d'étincelle, ça peut être intéressant, ça fait des points. Nous avons également des petites flèches comme ceci, ce sont des déclencheurs, parce que c'est un jeu dans lequel il y a un effet un petit peu combo, un petit peu boule de neige. J'ai fait ça, qui déclenche ça, qui déclenche ça, qui déclenche ça. Par exemple ici, en l'occurrence, pour vous faire l'exemple, je décide de le mettre ici. La tuile que l'on pose, on la retourne. Vous voyez qu'il y a donc une face feu d'artifice et une face explosion. Pour réaliser les objectifs, ce qui nous intéresse, ce sont les explosions. Je vais déclencher ça sur les côtés. Là, en l'occurrence, rien du tout. Et puis, cette flèche me dit que je vais déclencher ce qu'il y a au-dessus. C'est génial. Donc, quand je la déclenche, je la retourne. Elle-même me dit qu'elle fait déclencher celle d'à côté. Hop là. Et elle-même me dit qu'elle fait déclencher ici, 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 je vais donc pouvoir déclencher celle-ci, et vous comprenez, s'il y avait quelque chose à droite, ça serait déclenché, ainsi de suite. Là, en l'occurrence, je n'ai pas déclenché ceci. Et donc, on va regarder si on remplit un objectif. Et donc ici, on dit que il faut 2 verres en colonne, l'un à côté de l'autre, et puis n'importe quel autre type d'explosion à côté. Ici, de bleu, ici une valeur 2, une valeur 1, et puis ici en colonne, valeur 2, rien, valeur 2. Là, j'ai rien fait, c'était pas un coup spécialement brillant, mais vous avez l'idée. Ça, comme ça n'a pas explosé, ça ne rentre pas en ligne de compte. Que se serait-il passé si on avait réussi à réaliser un objectif? Alors, on a un petit peu triché, on va dire que j'ai réussi à faire par exemple ceci. Hop là, ça c'est pas mal. On voit que j'ai ce motif, vous voyez? Une explosion ici, peu importe, 2 explosions ici, nous l'avons, tac, 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 tac. Eh bien, tout ceci, ça a servi à faire marquer des points. Donc, on met la carte de côté, elle m'indique 6, ça sera 6 points, puis on les retourne face visible. Ils pourront à nouveau être retournés plus tard via un système de déclenchement pour réaliser de nouveaux objectifs. Et c'est vraiment ça le cœur du jeu, c'est d'arriver à préparer vos combos, à faire en sorte que vos flèches s'enchaînent bien, et puis tant qu'à faire, essayer de récupérer des petites étincelles. On passe à la personne suivante, Alex, tu récupères le jeton premier joueur, tu vas tourner le plateau comme tu souhaites, et ainsi de suite. On a, hop là, un mode de jeu avancé que je te laisse expliquer. Ouais, bien sûr. En fait, vous allez avoir des cartes ici avec les 12 signes, les 12 signes chinois, en fait, on reste dans la thématique. Et chacune des cartes, en fait, offre de l'asymétrie entre les joueurs. C'est un autre moyen de gagner des points. De mémoire, chacun en récupère un au début de la partie. Et c'est une autre manière, en fait, de scorer en fonction des différents symboles. Alors, c'est plus exigeant de ce que je vois que les objectifs habituels qu'on rencontre. C'est des choses qui sont un poil plus difficiles à remplir. Mais après, ça dépend toujours en fait des points que ça rapporte. C'est vrai que les cartes qui rapportent des gros points sont quand même légèrement plus difficiles que les objectifs qu'on va rencontrer. Sinon, il y en a d'autres qui rapportent des points un peu moindres, mais c'est moins contraignant à remplir pour le coup. Mais c'est cool, c'est bien d'avoir thématisé le jeu, puis ça rajoute un peu plus d'asymétrie. Je pense que pour une première partie, il vaut mieux pas les mettre. Nous, honnêtement, on les a pas mis. Ouais, on a bien fait parce qu'il y a quand même pas mal de choses à penser déjà. Notamment pour le bouquet final. Notamment pour le bouquet final sur lequel on vient. Alors là, je suis en train de tricher, je construis mon jeu un petit peu comme je veux. Oui. En même temps, je réfléchis pas du tout, donc c'est probablement n'importe quoi. Lorsque l'on aura terminé toutes les tuiles du plateau central, eh bien, on va remettre toutes nos tuiles face
feux d'artifice et on va choisir d'en déclencher un feu d'artifice qui va donc faire la fameuse petite réaction en chaîne. Le but du jeu, ça va être d'essayer de retourner le plus de tuiles possible de cette manière-là, côté explosion, puisque ça vous fera des points, ça va rentrer en ligne de compte sur le petit bloc de score final, et vous aurez des points supplémentaires si vous arrivez à déclencher tout votre plateau, donc tout va devenir sur la phase explosion, vous avez des petits points supplémentaires, c'est pas facile. Non. C'est franchement pas facile, quand on y a joué tout à l'heure, j'y suis arrivé presque par miracle, et en sacrifiant des points, donc j'étais pas premier pour autant, si j'étais premier, ça va, j'en profite pour me la péter un petit peu. De loin quand même. On va gagner des points, hop là, je prends le petit récap pour pas vous dire de bêtises, avec le bouquet final, donc les points supplémentaires s'il est complet, un point par tuile retournée, évidemment tous les petits jetons que vous aurez ici vous font gagner des points, et vous gagnez en plus des points si vous en avez plus que d'autres joueurs, ça c'est intéressant, et puis évidemment toutes vos compositions, donc vos petits objectifs de motifs et de couleurs vous feront marquer des points supplémentaires. On n'est pas trop rentré dans le détail des règles, et pourtant j'ai l'impression qu'on a quasiment tout dit. En vrai, on a quand même bien tout expliqué, presque tout en détail. Finalement, c'est pas un jeu qui est très compliqué, ça demande évidemment d'optimiser. Le problème, c'est que l'optimisation sera restreinte par le choix d'un joueur qui va changer à chaque tour. Donc, sur les premières parties, vous allez choisir ce qui vous arrange. Et à défaut, s'il y a des trucs qui vous arrangent pas, regardez un peu le jeu des autres, levez la tête. C'est comme ça que vous allez les bloquer et potentiellement marquer plus de points qu'eux. Parce qu'en bloquant les joueurs, du coup, indirectement, on marque des points finalement. Du coup. C'est vrai que pour les sensations de jeu, première partie, on est vraiment dans son coin. Ouais. On se dit, interaction zéro. Et comme la plupart des jeux d'agencement où il y a un plateau ou un marché central, au fur et à mesure des parties, on va un peu plus lever le cou et regarder ce qui se passe à droite à gauche. On reste quand même un petit peu dans son coin. Le jeu vous laisse quand même relativement optimiser ce que vous voulez, même si finalement, la plupart du temps, vous subissez la tuile que vous prenez. Oui. Pour les joueurs qui n'aiment pas trop la micro-gestion, la manipulation, on en fait quand même pas mal. Nous, on a un petit peu râlé au début. Ouais. Mais finalement, les effets boule de neige, les combos comme ça de déclenchement, c'est tellement plaisant en fait, que c'est pas grave. La micro-gestion qui peut être éventuellement handicapante pour certains joueurs, elle entraîne ce côté satisfaction de retourner les tuiles à la chaîne. Donc, j'ai envie de dire, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Et finalement, c'est assez satisfaisant. Et la micro-gestion, finalement, se fait sur les derniers tours, on va dire, au moment où on a le plus de tuiles. Parce que c'est là où on fait beaucoup d'enclenchements. Mais au début, on pose une tuile et péniblement, on retourne 2 tuiles. C'est ça. Finalement, la micro-gestion n'est pas si présente que ça. Elle peut l'être, elle peut gêner les joueurs, mais honnêtement, ça va. Moi, j'ai juste galéré parce que je suis nul dans les jeux d'optimisation et de placement. Mais pour le coup, c'est bien la mécanique de choix, finalement, qui reste limitée, mais qui offre quand même un minimum de choix. Et après, même si on récupère des trucs qui n'activent pas maintenant, on peut s'arranger pour le transformer en bouquet final sur la fin. On peut clairement construire son jeu. Ça, c'est vraiment très agréable de se dire, là, ce tour-ci, ce que j'ai fait, c'est pas génial, mais en le mettant là, plus tard, je vais déclencher un gros combo et je vais forcément arriver à le faire fructifier. Faire très attention à pas encercler une tuile, parce que nous, ce qui nous est arrivé, toi, t'as réussi à te débrouiller. Moi, j'ai pas réussi, j'ai encerclé une tuile et du coup, je n'avais récupéré aucune tuile qui permettait en diagonale, du coup, d'activer cette petite tuile qui était enfermée par d'autres tuiles. Là, du coup, ça m'a un peu handicapé, mais bon, je suis maître de mon schéma, entre guillemets, donc tant pis pour moi. Mais il faut faire attention à ça, à pas construire son jeu trop précipitamment. Parfait, on arrive à la fin de Focus, c'est donc Spring Festival, ça arrive le 19 juillet. En attendant, on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.